Salut à tous les amis, on se fait une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer sur le camping-car. Donc dans l'ordre, on va reparler en priorité du frigo puisque vous êtes nombreux à me demander la consommation du frigo, est-ce que j'en suis content, etc. Donc on va faire le point sur le frigo et ensuite je vais te montrer mon petit setup camping. Ça fait déjà un moment que je voulais vous montrer ça, notamment les chaises que j'ai, ma petite table et le barbecue que j'utilise parce que vous êtes nombreux à utiliser des Kadac. Et moi, comme j'aime pas faire comme tout le monde, j'ai pas pris un Kadac. Bref, on verra ça tout à l'heure. En attendant, on parle du frigo. Petite parenthèse, puisque là j'ai pu tester depuis le temps le film solaire, c'est de la bombe. Franchement, c'est le top du top. Alors là, au niveau protection chaleur, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Ce film solaire, c'est vraiment le top. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'avais fait une vidéo où je vous explique tout concernant ce film. Allez, à présent les amis, on va parler du frigo et on va regarder en concret ce que ça donne au niveau consommation. Là, au niveau de mon tableau électrique, tu vois, il est alimenté via mes stations d'énergie. En revanche, je n'ai rien branché ici à l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir voir la consommation réelle. Là, on a une distribution 12 volts dans le camping-car et on n'a rien qui tire. Enfin, très peu de choses, des petites LED, des conneries. Donc, actuellement, sur ma station d'énergie, je rentre 174 watts de solaire et j'ai 17 watts qui sort pour alimenter le CC. Je ne sais pas si on voit bien avec le contre-jour. Donc, ce que j'ai fait, j'ai aussi débranché la station la deuxième batterie pour éviter d'être faussée parce que sinon on va avoir une certaine quantité d'énergie qui va être redistribuée sur elle là-bas et ça va nous fausser. Donc là actuellement on est à 17 watts. Donc là ce qu'on va faire, comme c'est la seule et unique consommation qu'on a, on va allumer le frigo et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau conso. Donc il faudra évidemment qu'on déduise 17 watts. Donc on va l'allumer, on va le mettre à 4, 5. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est le système de fermeture que j'ai fait au niveau du frigo. Puisque c'est vrai que quand j'avais fait la vidéo, c'était pas complètement abouti. Donc tout le monde a eu la gentillesse de me dire attention, t'as pas fait le système de verrouillage. Donc c'était prévu. Au niveau congélateur, il n'y a absolument rien qui retient. Parce que dans le congélo, franchement, il n'y a rien et puis la porte n'a pas de poids en fait. Ce qui fait que celle-ci s'ouvre dans les virages, c'est le poids des bouteilles qu'on va mettre dans la porte. Donc ça fait contrepoids et forcément dans les virages ça s'ouvre. Donc tout bête, tout simple, ce que j'ai fait un petit trou ici dans mon cache plastique au niveau de la porte et j'ai mis un petit système comme ça de chaînette et là, tu vois, c'est verrouillé, ça bouge pas et lorsqu'on a besoin d'ouvrir, on enlève la petite chaînette, voilà. Esthétiquement, c'est pas vilain. Voilà, c'est un petit système maison qui fonctionne très bien. Donc voilà. Au niveau utilisation du frigo, donc on est parti 4 jours l'autre fois en autonomie complète. Donc on a pu voir un petit peu ce que ça donne. C'est le top. Là vraiment au niveau du frigo, c'est comme à la maison. On a un congélateur qui fait un froid de dingue. Le frigo également. On était en pleine canicule et à l'intérieur du frigo, je me suis retrouvé puisque j'avais pas trop fait gaffe, je me suis retrouvé un matin avec 2 degrés dans le frigo. Donc là, j'ai tout de suite baissé parce que effectivement, quand tu le démarres, il faut le temps qu'il fasse son cycle de froid et ensuite, c'est à toi à régler la température. Mais voilà, au niveau du thermostat, on a une graduation qui va jusqu'à 7, mais généralement, avec ce frigo, on est entre 4 et 5. Donc là, on a allumé le frigo et là, on est à 64 watts. Donc, au niveau consommation, là, à l'instant T, forcément, ça tire parce que je viens de le démarrer. Donc là, il tire 47 watts, mais ça ne veut pas dire qu'il va tirer 47 watts tout le temps. Là, il tire 47 watts au démarrage. Donc, vous voyez, c'est pas déconnant du tout. C'est vraiment pas énorme d'ailleurs. Ce qui veut dire que quand ce frigo aura atteint sa température, il va se mettre en fonctionnement de croisière, on va dire. Et donc la puissance demandée, la consommation va être réduite. Alors au niveau de la fiche technique de ce frigo, on a une consommation qui est expliquée en watts-heure année.
Tout simplement parce que voilà, on a une consommation X à l'instant T au démarrage et après on va redescendre. Bref, tout ça nous donne une moyenne de 20 watts heure. Donc au niveau consommation, on peut estimer que ce frigo va consommer 20 watts par heure. Moi, il consomme un petit peu plus parce que forcément il était éteint et je viens de le démarrer. Donc là, il va tirer fort, le compresseur va se mettre en route, etc. Et ensuite, ça va se stabiliser. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments où il va consommer 47 watts et des moments où il va peut-être consommer 15 watts, j'en sais rien. Mais la moyenne fabricant, elle est ce qu'elle est. Et au niveau, ce que moi je constate, bon, bah, moi avec la centrale nucléaire que j'ai, je ne suis pas traumatisé par la consommation électrique. Mais voilà, ce que je constate, c'est ça. Là au démarrage, forcément, on est un peu plus haut. Alors à présent les amis, je vais vous montrer un petit peu la modification que j'ai fait au niveau de l'arrière. Puisque c'est vrai que quand j'avais fait la vidéo, c'était pas encore abouti. Et d'ailleurs, je tenais à remercier les conseils que j'ai eus puisque je les ai appliqués. Alors en bas, c'était prévu quand même que je fasse une aération. Par contre, en haut, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé et du coup, je l'ai faite. Là, ici, donc on est sur l'aération du compresseur. Hein, donc là, j'ai mon isolant. Et comme c'est ouvert, ma grille vient devant et on a l'aération. Tu vois ce petit tuyau, je l'ai fait sortir ici. Et en définitive, il remonte jusqu'au bac. Enfin, ici, normalement, il y a un bac récupérateur que moi j'ai enlevé. Et je me suis branché dessus. Donc ça, en fait, c'est quand tu vas dégivrer ton frigo, la condensation, il faut bien qu'elle se barre quelque part. Donc pour éviter que ça parte sur le plancher du CC, j'ai fait ce petit tuyau qui part là. Et au moins, si ça coule, ça vient couler à l'extérieur du camping-car et pas sur le plancher. Et en haut, tu vois, on a aussi une ventilation, puisque là, on a pas mal de volume d'air tout autour. Donc, la ventilation haute se fait également. Certains m'ont dit, j'espère pour toi que ça va marcher, parce que ça bouge beaucoup dans un camping-car, etc. Bah écoute, alors moi pour l'instant j'ai pas de problème, mais c'est encore tout frais. Mais j'ai quand même des retours de collègues qui ont fait la même modification sur leur camping-car. Ça fait des années et ça fonctionne parfaitement. Donc je vois pas la raison pourquoi ça fonctionnerait pas chez moi. Alors oui, le compresseur va bouger, va claquer peut-être un petit peu sur les routes défoncées. Mais bon, c'est pas non plus, c'est des vibrations, c'est pas, il va pas se mettre la tête à l'envers le compresseur. Donc je vois pas vraiment d'inconvénient au niveau fonctionnement sur le frigo. Tout ça pour vous dire que l'installation du frigo, j'en suis très content. RAS, vraiment là je regrette pas du tout. Il n'y a même plus de questions à se poser de mettre les grilles à l'ombre, etc. Là tout fonctionne nickel. Donc là je referme. Alors attention, si vous pétez les petits bitonniaux là qui servent à bloquer les grilles, ça vaut un bras, ces conneries. C'est incroyable. Le mec qui fabrique ces bitonniaux là, il doit être millionnaire. Alors bon, je sais pas si tu as vu, mais c'est un petit peu le boxon là, ici en bas. Je sais pas si tu vois, hop, voilà. Là c'est un petit peu le bordel parce que j'ai tout démonté, j'ai un problème avec mon Truma. Encore une fois, voilà. Donc, écoute, je t'en dis pas plus pour l'instant, puisque il faudra que j'arrive à identifier la panne. Je suis déjà en train d'essayer de trouver la pièce, et c'est quelque chose de pas évident. Donc, une fois que je serai à l'étape réparation du Truma, puisque là, il y a une réelle réparation. Il m'avait déjà fait des conneries, le Truma. Si vous avez vu dans les anciennes vidéos, j'expliquais une technique en fait pour pouvoir le relancer. Alors ça a fonctionné un certain temps, mais généralement en fait, je me suis rendu compte que quand il commence à faire ça, derrière ça suit quoi. Derrière, on sait qu'on y a droit et on va devoir passer par l'étape réparation. Alors soit tu es bricoleur, tu as un bon accès et tu le fais toi, soit il faudra passer par un réparateur. À présent, je vais vous présenter mon petit setup camping. Simple et efficace, la petite table Quechua. Ça sert à rien d'aller acheter des tables chez les accessoiristes camping-car. Ça va vous coûter 2 bras. Là, celle-ci, 40 balles à Decathlon. Tu vas voir, elle est vraiment géniale. Hop, tu vois, elle se déplie en deux, comme ceci. Là, tu déplies les pieds. Et voilà, tu vois, 40 balles, une belle petite table. Elle prend pas de place, elle est légère. Elle est grande, parce que là c'est un modèle double, tu vois.
Moi j'hésitais à prendre le modèle simple. Bon, je me suis dit, même quand on est deux, c'est toujours bien d'avoir de la place sur la table. Donc voilà, c'était la petite astuce. S'il te faut une table de camping-car, va chez Decathlon, profites-en, puisqu'en ce moment il y a encore des modèles. D'ici peu de temps, les accessoires camping chez Decathlon, ça va dégager, donc il n'y en aura plus. Donc profites-en, c'est le moment ou jamais. S'il te faut une table, c'est plutôt l'été qu'il faut l'acheter. Autre accessoire indispensable en camping-car, c'est les chaises. Avant, j'avais ce système, tu vois, mais quand il faut ranger ça dans la soute, je trouvais que c'était pas super pratique, tu vois, c'est assez encombrant à ranger. Et bon, en plus, elles étaient un petit peu vieillissantes, bien qu'elles sont très bien ces chaises. Alors là, on est à mi-chemin entre la chaise et la chaise longue, hein, puisque tu peux vraiment te pavaner dessus. Mais bon, nous, on n'est pas du style à rester allongé comme ça pendant des heures. Donc moi je voulais une chaise confortable, mais une chaise normale. Et j'ai opté pour ce système là, tu vois. Et à ranger, c'est que dalle. Je te montre ça tout de suite. Donc j'ai acheté ça, et là je les ai achetés là, hein, pour le coup, chez Vevor. Voilà, et donc je te mettrai le lien, si tu veux, de cette chaise dans la description. Elles sont géniales par contre. Alors, j'ai trouvé une astuce, hein, pour la déballer. Il faut la retourner comme ça, comme une chaussette, on va dire. Hop. On va mettre ça au propre. Et après ta chaise, tu la prends et tu vois, elle se déplie. Donc on n'est pas sur un petit modèle de chaise, hein, on est quand même sur une grosse chaise. Tu vois, c'est vraiment balèze. C'est très confortable. On a les accoudoirs. Là, ici, tu peux mettre le verre ou ta canette si tu veux. Là, ici, on a une pochette qui est isotherme. Alors bon, je sais pas si tu veux mettre un sandwich ou si tu veux mettre, je sais pas, une canette, encore une fois, et que ça reste au frais, eh ben, tu la mets là-dedans, c'est isotherme. J'aime bien parce que c'est vite mis en place, vite rangé, c'est très confortable. Franchement, tu es incroyablement bien dessus. Je sais pas si tu te rends compte en vidéo, mais tu vois, c'est très épais, c'est très résistant, on voit. Hein. Là, on voit clairement que ça respire la qualité et la solidité. Tu vois, c'est super résistant. Bon, ils disent que ça, c'est en inox. J'y crois moyen. Hein. Pour moi, c'est plutôt en acier. Hein. Ça, c'est de l'acier qui est peint, c'est pas de l'inox. Mais ça ne change rien au niveau de la qualité de la chaise. Je suis à 46,99 € la chaise. Et j'ai toujours mon petit code promo. Je sais plus si c'est 5 ou 10% mon code promo. Bref. Je te le mets aussi dans la description, comme ça si tu es intéressé par ce type de chaise, eh ben, tu as tout. Voilà, on est à 46 €. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, sa capacité de portabilité, on peut porter une personne jusqu'à 158 kg. Tu vois, donc si tu es très costaud, tu peux prendre cette chaise, elle tiendra sans aucun problème. Bon, ça se voit, hein, franchement, tu vois le tissu, l'épaisseur du truc. Moi j'en ai vu chez Decathlon, tout ça. Ça n'a rien à voir. Là, on est quand même un cran au-dessus. On voit que c'est matelassé, c'est doublé, c'est vraiment de la toile. C'est pas désagréable hein, quand tu es dessus. Le poids de la chaise, on est à 5,9 kg. Je vais te montrer à présent comment je fais pour les plier. C'est vrai qu'il y a une petite technique à prendre. Hein. Donc là, hop, ça se plie comme ça. Il faut tout rentrer ici à l'intérieur. Voilà. Hop, et je rentre les pieds en premier. Hop. Ça se fait bien. Hein. Ça se fait bien. Voilà, les pieds en premier. Et après, eh ben, comme on l'a mis comme une chaussette, eh ben, on déroule jusqu'en haut. Et là, en fait, tu remballes tout ça. Allez, la corde, on la met du bon côté. Et voilà. Hop. Ah ben, à nouveau, tu vois, j'ai ma petite chaise compacte que je peux aller ranger dans ma soute. Tu vois quand même la différence d'encombrement entre l'une et l'autre. Alors c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre la moins chère comme on a à Decat. Je voulais vraiment un truc assez confort. Et c'est vrai que là franchement c'est très très confort. Pour une chaise pliable, moi j'ai pas trouvé mieux. Donc voilà, je valide, je te mets tout dans la description. Maintenant on va parler barbecue. Bon, les amateurs de Kadac ils vont faire la gueule. Hein, parce que moi j'ai pas pris du Kadac. Hein. J'ai pris du Made in France, j'ai pris Camping Gaz. Alors, je vous montre un petit peu. Donc c'est le Party Grill. Je sais plus. Party Grill, je sais plus. Écoute, ce que je vais faire,
Je te mets dans la description encore une fois le lien de ce barbecue. Moi je l'ai pris sur Amazon et je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris ça et pas un Kadak. Alors les pieds, en effet, c'est peut-être un peu moins pratique que Kadak, faut les visser. Bon, c'est pas la mort, hein. Tu vas voir que ça se fait en 3 secondes, tu vois, hop. Et cela dit, c'est super stable. Alors moi, ce que j'ai aussi pour le barbecue, j'ai une petite table que je mets par terre pour rehausser le barbecue. Une petite table qui vient de chez Decathlon, tu vois, hop. Tac, ça se déplie en 2 secondes, ça vaut rien. Et ça, c'est la table du barbecue. Alors tu vois, même quand tu es assis à table, tu peux faire ton barbecue, tu vois. C'est indépendant de la table, c'est rehaussé, ça craint pas trop. Voilà. Alors, ça c'était pour te montrer en fait la configuration lorsque j'utilise le barbecue quand je suis en camping. Alors je t'avouerai que moi sur le coup, j'étais parti aussi pour prendre un Kadak et mon frère a acheté ça. A acheté ce modèle là. Lui par contre a pris le modèle avec le tuyau qui vient se raccorder sur la bouteille de gaz du camping-car. Alors chacun voit midi à sa porte et chacun voit un peu ses intérêts. C'est vrai que sur le camping-car de mon frère, la bouteille de gaz est côté au vent. Donc ça peut être pratique. Moi c'est de l'autre côté. Donc aucun intérêt d'aller me brancher la bouteille de gaz. Sinon pour faire mon barbecue, il faudrait que je sois de l'autre côté du camping-car. Et après, je voulais être complètement indépendant. Je voulais pas avoir une corde à la patte, comme on dit. Je voulais que ce barbecue puisse aller n'importe où. Donc moi, j'ai pris le modèle avec la cartouche en dessous. Alors, le truc qui se passe aussi avec Kadak, c'est que les fameuses cartouches que tu mets dessous, déjà, tu les trouves pas partout. Et il faut des modèles bien spécifiques pour leur barbecue à eux. L'avantage de celui-ci, c'est que les bouteilles camping gaz, tu les trouves partout. Tu vas dans n'importe quel petit magasin, tu vas trouver une bouteille de gaz camping gaz. Donc moi je voulais pas être emmerdé, si je voulais cuire mes 2 merguez et que ma petite bouteille était à moitié vide, voilà, je voulais être complètement autonome et ne pas avoir de difficulté à trouver la bouteille. Tu vois, l'avantage c'est que ça, tu en trouves partout. Tu vois, CV300, ça c'est le petit modèle et là tu as la 470 plus. Voilà, donc tous ces modèles-là s'adaptent, hein. Dès lors que tu as ce type de raccordement, tu pourras faire fonctionner ton barbecue. Tu vois, alors tu mets ta bouteille, en plus ça se fait en 2-2, clac, voilà. Tu appuies, tu fais un quart de tour et c'est opérationnel. Voilà, là tu vois, là le barbecue il est opérationnel. Donc ça, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai pris camping gaz, c'est que ces petites bouteilles-là, tu en trouves absolument partout. Ton Kadak, si tu n'as pas anticipé d'avoir des bouteilles de gaz dans ta soute, tu es à Bab el Oued, tu veux faire cuire 2 merguez, ta bouteille de gaz elle est en carafe, voilà. Bon, moi je prévois toujours un petit peu en avance, mais si jamais je tombe en rade, dans n'importe quel magasin, je vais trouver du camping gaz. Là, tu as ce truc là qui fait couvercle ou qui fait wok, hein, tu peux t'en servir comme wok. Tu as la plaque plancha, la plaque grille pour la viande. Ici tu as la grille pour le barbecue. Et là à l'intérieur, tu as cette fameuse plaque qui a servi forcément, donc elle fait un petit peu la gueule. Et voilà le support de grille. Et ici à l'intérieur tu mets un petit peu d'eau quand tu fais tes grillades. Donc voilà, Made in France, camping gaz, c'est moins cher qu'un Kadak. Pour moi c'est tout aussi bien, hein, franchement je le trouve super. Moi encore une fois c'est mon frère qui m'a fait découvrir ce barbecue, sinon peut-être que je serais parti sur un Kadak, mais le prix déjà, voilà. Ce petit camping gaz, moi franchement il me satisfait à 300%. Alors c'est pour ça que je vous mets la référence en dessous de la vidéo. Alors, tout ce que je vous présente depuis tout à l'heure, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de commission, voilà, c'est juste un partage d'expérience. Voilà, moi le Kadak je ne le connais pas particulièrement. Par contre, à ce que j'ai vu, voilà, moi le système des bouteilles que tu peux pas en fait trouver partout, ça c'est assez emmerdant. Bon, chers amis, cette petite vidéo touche à sa fin, donc c'était pour te montrer un petit peu mon petit setup camping et te faire un retour sur le frigo incessamment sous peu. Alors qu'est-ce qui va suivre sur le thème camping-car sur la chaîne?
il va suivre pas mal de choses. Ce qui va être très utile, c'est la réparation du trou-mât. Donc j'ai réussi à trouver une pièce d'occasion, donc j'espère qu'il n'y aura pas de souci avec cette pièce. Ce sont des pièces en fait qu'on n'arrive plus à trouver en neuf. Alors là l'idée c'était pourquoi pas tout faire péter et passer avec un système de chauffage gasoil et un système de chauffe-eau indépendant. Mais je t'avouerai que ça m'emmerde parce que alors, autant le frigo me cassait les bonbons sévères, le trou-mât, je trouve que quand ça fonctionne, ça marche tellement bien. C'est tellement bien un trou-mât. Alors oui, ça bouffe du gaz. Par contre, la chaleur, elle est tellement agréable à l'intérieur du véhicule. L'eau chaude, elle fonctionne super. Enfin, c'est un appareil que j'aime beaucoup en fait. Donc c'est pour ça que ça m'embêterait en définitif de faire péter ce chauffage. Donc voilà, là pour l'instant il est malade. On fera une vidéo complète là-dessus quand je recevrai la pièce et je t'expliquerai tout ça et on fera ça ensemble sous forme de tuto. Ça pourra te servir et t'éviter en fait d'être en panique si des fois tu as un problème avec ton trou-mât, puisque visiblement c'est une panne assez récurrente à ce que j'ai vu sur le net en fouillant. Et mon frangin qui a un rapido de la même année que celui-ci, donc avec le trou-mât de la même génération, a eu exactement la même panne. Donc je me dis que c'est des pannes qui sont visiblement assez courantes sur ce type de trou-mât. On va faire également, on va refaire tous les joints du camping-car. Tu vois ici il y avait un petit joint de finition, donc on va refaire. Tu vois là je l'ai fait sauter, ici également. Et là, voilà, je vais le refaire jusque là-haut. Donc on va refaire tous les joints du camping-car. Et c'est toujours d'actualité, je vais refaire la déco, hein, toute la déco du camping-car, puisque là, moi j'avais fait ça avec des vinyles de récup, mais là, les couleurs ne me plaisent pas trop. Donc on va être à peu près sur les mêmes tons, mais avec un film beaucoup plus classe. Et je pense qu'on va personnaliser un petit peu plus cette déco. On refera aussi, concernant les joints, tous les joints d'étanchéité du toit, hein. Ça fera partie de la vidéo quand je vais refaire les joints. Donc restez bien attentifs, puisque je trouve que c'est important de faire les joints du toit sur un camping-car. Pour la simple et bonne raison, c'est que si ton CC n'a jamais été infiltré, le fait de faire un joint en périphérie sur chaque lanterneau et aux endroits stratégiques, eh bien, ça peut éviter justement d'avoir des amorces d'infiltration. Donc il ne faut pas attendre qu'un camping-car soit infiltré pour réagir. Il vaut mieux faire de l'anticipation, comme moi je vais le faire, hein, avec du silicone, enfin avec un mastic spécifique on va dire. Et au moins comme ça tu minimises les risques d'infiltration, enfin d'éventuelle infiltration. Bon les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi un petit pouce et un petit commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!